poursuivons nos découvertes à l'occasion des IA Talk, toujours en direct depuis le World AI Cannes Festival. 3e journée et on va parler à présent avec nos invités d'une nouvelle thématique, révolutionner la compréhension des protéines grâce à l'IA, grâce à l'intelligence artificielle, en compagnie d'Alexandre Genetz, qui est donc médiateur pédagogique à la Maison de l'intelligence artificielle. Bonjour Alexandre. Bonjour. Nous sommes également avec Patrick Lafay, qui est Analytical Manager in Proteomics pour l'entreprise Syneos Health. Bonjour Patrick. Bonjour. Et puis le docteur Laurent Chantala, Technology Partnership Manager chez L'Oréal. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Alors, c'est quoi une protéine, Patrick ? Alors, on a un slide à lancer, voilà, pour nous expliquer un peu plus clairement ce qu'est une protéine. Les protéines, ce sont des biomacromolécules. Alors, macro, ça veut dire très gros. Elles sont constituées d'éléments élémentaires qui sont les acides aminés. Il y a un nombre restreint d'acides aminés, il y en a 21, et ils sont mis les uns après les autres de façon linéaire, et ça, c'est codé par l'ADN. Okay, donc ça, c'est ce qu'on appelle la structure primaire des protéines. Mais elles ne vont pas rester comme ça, en fait. Elles vont s'orienter d'une certaine façon. Les acides aminés vont s'orienter les uns par rapport aux autres d'une certaine façon. Ils vont former des formes hélices ou des formes de feuillets, par exemple. C'est ce qu'on appelle les hélices alpha ou les feuillets bêta. Et ces enchaînements-là vont donner une structure à la protéine. Elles ne vont pas rester de manière linéaire. Elles vont se replier les acides aminés les uns par rapport aux autres pour donner une structure secondaire puis tertiaire. Et c'est ça qui est intéressant en biologie, c'est cette structure tertiaire qu'on voit là à droite, en bas. Et qui donne l'activité biologique aux protéines. Voilà. Donc on voit là une figure, on voit la structure primaire de la protéine en haut à gauche. C'est simplement l'enchaînement des acides aminés, des 21 acides aminés, mais il peut en avoir plusieurs milliers, voire des dizaines de milliers, voire plus, qui donne une structure secondaire, une première réorientation des acides aminés, puis on arrive à la structure tertiaire, qui est la structure globale de la protéine. Et c'est là que la protéine va trouver son activité biologique. Alors docteur, pourquoi est-ce que c'est important de connaître la structure 3D d'une protéine ? Eh bien, en fin de compte, ceci sert essentiellement pour la découverte de nouveaux médicaments. La découverte de nouveaux médicaments, ça se passe toujours avec un chimiste ou un biologiste qui fait une molécule, et cette molécule, qui est le médicament, elle va aller toucher une cible, une protéine, donc elle va aller dans notre corps et aller cibler une protéine. Et donc, dans le passé, il se trouvait que les gens n'avaient pas cette structure-là que l'on peut comparer à une serrure. C'est-à-dire que si vous perdez toutes vos clés, c'est très difficile de faire une nouvelle clé. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Par contre, si je vous montre l'intérieur de la serrure, vous allez dire « Ah, là, il y a un cran là, il y a ces plats », et donc vous allez pouvoir faire votre serrure, votre clé. Et de la clé, c'est le médicament. Donc là, les gens comme moi qui ont passé 25 ans de leur vie à faire ce type de structure, c'est essentiellement pour montrer la serrure aux chimistes, pour qu'ils puissent faire la clé. Donc voilà pourquoi c'est important, et ça permet de réduire le temps de développement d'un médicament. Voilà, c'est juste pour ça que c'est important. On peut voir l'intérieur où va se mettre le médicament. Laurent, comment est-ce qu'on fait pour connaître cette structure 3D ? Alors, le procédé pour arriver à cette structure est assez complexe et peut prendre beaucoup de temps. En gros, il faut trouver la protéine d'intérêt. Si la protéine d'intérêt, c'est une protéine qui vient de l'humain, il faut trouver cette protéine. Donc il va falloir prendre peut-être l'organe où se trouve cette protéine, la sortir, la purifier pour en avoir beaucoup. Et après, il faut faire des cristaux, comme des cristaux de sel. Donc c'est encore une étape qui est très complexe. Et une fois qu'on a fait des cristaux de cette protéine-là, alors c'est pas du sel, c'est pas du sucre, c'est la protéine. Ça peut être l'insuline, l'hormone de croissance, etc. On va pouvoir faire un cliché de diffraction. Donc on va aller sur des grosses machines avec des rayons X qui vont taper dans le cristal, et après ils vont sortir un cliché de diffraction, comme une radio quand on va chez le radiologue. Et à partir de cette image, on va pouvoir, avec beaucoup de mathématiques et d'algorithmes, remonter à la structure de la protéine elle-même. On va pouvoir voir où se trouvent tous les atomes. Et les atomes, il y en a beaucoup. Patrick a mentionné que c'était très gros, mais en fin de compte, c'est très petit. On prend 1 mm, on le divise par 100 000 et on a à peu près la taille. Donc, on ne peut pas le voir avec un microscope. Il faut le voir avec un outil. Et donc, tout ce procédé-là, pour arriver jusqu'à cette structure-là, des fois, ça peut prendre une semaine,
Mais moi, pour ma thèse, par exemple, je travaillais sur l'hormone de croissance. Avant mon travail, on ne connaissait pas la tête, la forme de l'hormone de croissance. Ça m'a pris 4 ans. Et ça m'a pris 2 ans pour obtenir les cristaux. Ça m'a pris 2 ans pour résoudre la structure, pour passer de la radio à cette chose-là. Donc, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Et souvent, ça ne marche même pas. Patrick, qu'est-ce que le concours CASP? Alors, très tôt, on s'est demandé, en bioinformatique, est-ce qu'on ne peut pas, à partir d'une séquence d'acides aminés, modéliser au niveau informatique la structure 3D. Et en fait, c'est très, très, très difficile. Il y a des équipes entières, des millions, voire des milliards qui ont été mis de dollars pour essayer de résoudre ce problème-là au niveau informatique. Et donc, on a créé une compétition qui s'appelle CASP, qui a lieu tous les 2 ans depuis 1994, où on réunit des bioinformaticiens avec leur algorithme, on leur donne des séquences d'acides aminés et on leur demande de résoudre la structure 3D. Et depuis 1994. Et à côté, on met des cristallographes, on met des chimistes, on met des biologistes et on résout la structure au niveau expérimental. Et on compare. Et chaque année, enfin non, c'est tous les 2 ans, on regarde le score. Et le score est à peu près de 40%. Ça veut dire que sur une protéine donnée, pour les plus difficiles de protéines, on a à peu près 40% des acides aminés qui sont bien placés dans une protéine au niveau informatique comparé à la réalité. Et c'est là qu'est arrivé donc en 2018 l'intelligence artificielle. Alexandre, on peut parler de l'arrivée d'AlphaFold en 2018? C'est ça. Donc la société DeepMind, qui est une filiale de Google, arrive en 2018 au concours CASP avec un algorithme AlphaFold. Et en fait, il survole la compétition avec quasiment 80% de bonnes structures et surtout les structures complexes qui ont été beaucoup mieux résolues que tout ce qui existait à présent. Ils ont utilisé pour ça des réseaux de neurones artificiels type convolutif en 2018. En 2020, ils reviennent et là, c'est une vraie révolution, c'est-à-dire ils améliorent encore les résultats vraiment. Et c'est 2020 où on a dit que l'arrivée de l'IA, c'était vraiment révolutionnaire en fait pour la résolution des structures 3D des protéines. Et ils arrivent avec un nouveau type, toujours des réseaux de neurones artificiels, mais cette fois qui ont des mécanismes d'attention. Et ce qui est assez remarquable et cocasse, c'est que les mécanismes d'attention sont beaucoup utilisés aussi avec les réseaux de neurones artificiels pour le traitement du langage. Donc savoir comment les mots s'emboîtent dans une phrase, etc. pour faire du texte. Ils ont utilisé les mêmes mécanismes algorithmiques pour faire les protéines 3D. Et DeepMind, donc, après développer, continuer à avancer, et ils ont fait 200 millions de structures de protéines en un mois, à peu près en quelques mois. Et il y a aussi Meta qui a créé son propre algorithme après de repliement des protéines. Et eux, ils ont fait 600 millions de structures de protéines en 2 semaines. Ils estiment qu'il y a 35% des structures qui sont très bonnes. Il y en a 45% qui sont satisfaisantes pour justement l'exploration, la recherche, et environ 30% qui sont vraiment pas bonnes. Mais ça fait déjà 80% de bonnes structures. Olivier a souligné à plusieurs reprises que c'était révolutionnaire. Pourquoi c'est révolutionnaire, Patrick? Alors déjà, rien qu'au niveau du coût, parce que comme a dit Laurent, ça peut mettre des années pour élucider une structure. Les équipements coûtent extrêmement cher. Faut passer, je ne sais pas comment ça coûte un cyclotron, par exemple, pour avoir des diffractions rayons X. Voilà, à côté d'un ordinateur. C'est une grosse machine. Les machines sur lesquelles je travaillais, moi, c'était dans les 400 000 euros, par exemple, juste pour avoir la séquence d'acides aminés. Donc, on voit très bien que et toutes les équipes qu'il y avait de physiciens, de chimistes, de biologistes, là, maintenant, on réduit les coûts, mais de manière drastique, on réduit les temps de manière drastique, et surtout, on peut avoir des pistes maintenant. À partir du moment où on a la protéine, comme a dit Laurent, on peut avoir des pistes pour fabriquer des nouveaux médicaments. On peut avoir de la compréhension sur les pathologies. On peut avoir des compréhensions sur le vieillissement, par exemple. C'est vraiment révolutionnaire. Et tout ça avec un temps très, très raccourci, puisqu'on passe de plusieurs années, voire il y a des protéines qui sont impossibles à élucider, à quelques heures maintenant. Laurent, on imagine que les métiers vont évoluer. Certains vont peut-être même disparaître. Tout à fait. Tous nos métiers sont remplaçables par des robots et par de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on n'est pas encore tout à fait là. Et comme beaucoup de choses ici dans l'intelligence artificielle, ça sera avec des compléments. Il faudra toujours un humain, enfin pas toujours, peut-être que non, mais pendant un certain temps, il faudra encore un humain pour superviser les choses. Parce que, comme je disais tout à l'heure à quelqu'un, il va vous donner la structure.
à peu près, elle est très très proche, mais il manque encore des choses. Quand on veut faire un médicament, comme par exemple pour le Covid dernièrement, on a eu un médicament qui a été, il y a eu 1 ou 2 médicaments qui sont arrivés contre le Covid. Ils ont utilisé ces structures qui ont été faites par des cristallographes parce qu'elles sont très 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 précises et donc ça a permis d'avoir un médicament en 2 ans, ce qu'on voit jamais. Mais comme je disais, il y a par exemple des outils maintenant qui vont vous permettre de dire dessine-moi un épagnol breton et avec derrière avec une montagne, etc. Et hop, l'intelligence artificielle va dessiner ce chien avec la petite montagne, etc. Par contre, si je lui dessine, je veux mon chien avec la montagne derrière, c'est pas sûr que je reconnaîtrai mon chien de l'image. Donc il y a encore ça ressemble à un épagnol breton, mais ça ressemblera sûrement pas à mon chien. Donc on voit qu'il y a des petites différences encore, et on en est là. C'est-à-dire qu'un jour, peut-être qu'il aura vraiment la structure de la protéine, vraiment à l'échelle de nanomolaire, nanoscopique, on va dire, mais on n'en est pas encore tout à fait là. Mais ça se rapproche. Merci beaucoup tous les trois et on va se donner rendez-vous tout à l'heure pour une nouvelle IA Talks et nous serons avec Cocoon, une solution bienveillante de Nodeus pour les seniors. Merci.